Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dans la clé du mystère, nous recevrons Pascal Lafargue pour la sortie de son livre Chemin d'éternité, enseignements et signes de l'au-delà aux éditions Lanor. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pascal Lafargue, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, vous venez de publier un livre, Chemin d'éternité, enseignements et signes de l'au-delà aux éditions Lanor. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage ? Alors, la première motivation était le fait de pouvoir, consigner les messages de ma défunte mère. Ma mère est décédée il y a quelques années et j'ai commencé à communiquer avec elle quelques 2, 3, 4 ans après son décès. Et j'ai, consigné un certain nombre de messages qu'elle m'a transmises. Et j'avais pris l'habitude, ces 3-4 dernières années, de systématiquement, en fin de chaque conférence, de lire un des messages de ma mère, car je trouvais qu'ils avaient une portée spirituelle, philosophique, qui personnellement me touchait et qui touchait aussi mes élèves en cours quand je les recevais. Et donc j'avais pris l'habitude après chaque intervention de lire un des messages de ma mère et je me rendais compte à quel point l'auditoire était ému et surtout me demandait très souvent mais est-ce qu'on peut les trouver quelque part ces messages, est-ce que vous les avez publiés, et à chaque fois je répondais par la négative. Voilà, je les gardais surtout pour moi et j'en faisais profiter en conférence. Et puis tout doucement, l'idée a cheminé dans ma tête. J'ai mis très longtemps à accepter l'idée de les écrire. Et puis, par rapport à certains événements, on va dire beaucoup plus personnels liés à mes recherches, eh bien, la décision a été prise d'une fois pour toutes de les écrire et de les publier. Alors, ce contact avec votre maman, il s'établit assez facilement ? Alors, ce contact s'établit extrêmement facilement. J'étais très très proche de ma mère. Ma mère était un petit peu ma sœur, mon amie, ma maman. Elle est partie très très jeune et effectivement, j'ai eu le sentiment au moment de son départ d'une grande injustice, d'une telle injustice qu'effectivement, et d'ailleurs, j'explique en préambule dans le livre qu'est-ce que l'on peut ressentir que lorsque l'on vient de perdre un être cher. Et pour moi, cette injustice était telle que j'étais déjà sur un chemin, on va dire, spirituel et où j'étudiais la parapsychologie à ce moment-là. Mais c'est vrai que beaucoup de questions, un cheminement très personnel s'est mis en place. Et dès que j'ai commencé un petit peu à reprendre un peu confiance en moi, j'ai commencé à la percevoir, à la voir, à la sentir, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de troubles. Et puis, elle a commencé à me parler. J'ai commencé à entendre ces messages. Bien évidemment, avant que s'installe cette relation avec maman, j'avais déjà, bien avant, eu des premiers contacts avec des défunts que je voyais et avec lesquels je pouvais carrément traduire et exprimer tout ce qu'ils me disaient. Donc j'avais déjà été, j'avais déjà eu l'habitude des contacts et de les voir. Sauf que là, d'un seul coup, il s'agit de ma mère. Et j'ai commencé tout doucement, j'ai presque envie de dire, elle m'a apprivoisée, elle a pris son temps, j'ai pris mon temps aussi également, et tout doucement, bien j'ai commencé à l'entendre, à la voir, et déjà une des plus grosses manifestations qu'il y ait eu, c'est la veille de sa mort. J'étais dans mon lit, j'étais couchée, et à ce moment-là, j'aperçois quelqu'un qui passe au bout de mon lit. Je me dis, il y a une présence, mais je vois la présence arriver près de moi.
J'ai senti la main me caresser le visage, j'ai vu son souffle, j'ai senti son souffle sur mon visage, et là, je vois ma mère, et j'ai eu un tel choc, j'ai allumé la lumière. J'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil, et le lendemain, mon père m'appelle pour m'apprendre le décès de maman, et il me dira, écoute Pascal, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable hier soir. Je lui ai dit moi aussi, mais je lui ai dit vas-y raconte-moi. Il m'a dit écoute voilà, j'ai eu un appel de ta mère, il était à peu près 22h15. Ta mère me demandait de venir la chercher parce qu'il y avait beaucoup trop d'enfants autour d'elle et qu'elle avait besoin de calme. Or, dans l'état physique dans lequel ma mère était, c'était pratiquement impossible déjà qu'elle puisse prendre un téléphone, qu'elle puisse appeler, ça paraissait surréaliste. Et elle parlait de ces enfants qui jouaient, qui étaient heureux à côté d'elle et qui faisaient beaucoup trop de bruit et elle avait besoin de repos. Cet appel, bien évidemment, sera consigné sur le registre des appels de la clinique, puisque quand papa a réglé les frais, on voit très nettement qu'il y a un appel à l'heure précise. Quant à moi, eh bien, effectivement, je lui raconte qu'effectivement, 5 minutes après, puisque j'avais consigné l'heure, eh bien, il s'était passé ça. Donc, en fait, ma mère, en état de dédoublement, était venue me voir et avait réussi, on ne sait pas par quel prodige, mais appelé mon père. Elle était en fin de longue maladie, elle ne pesait plus qu'une 30aine de kilos, elle voyait plus clair, donc c'était vraiment du miracle. Eh bien, toute l'histoire avec maman a commencé là. Donc, je raccroche avec ce que je vous disais par rapport au message. Et lors de ces messages, maman avait dit j'ouvrirai devant toi un chemin de roses. Et toute l'histoire va démarrer comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans des moments précis et clés que je ne relirai qu'après, je découvrirai sur mon chemin, sur mes pieds, autour de moi, des pétales de roses venus de nulle part, mais qui étaient toujours liés à un moment précis, soit la fête de ma mère, son anniversaire, la fête d'une sainte qu'elle adorait, entre autres Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et d'ailleurs, je me suis souvenu rétrospectivement que le jour de sa mort, je suis allée avec mon père à la clinique, et mon père, j'avais offert un bouquet de roses à ma mère. Et mon père a vu le bouquet de roses qu'on lui avait offert donc le jour où elle est entrée à la clinique. Et d'ailleurs, elle m'avait dit, tu sais ma chérie, je n'y resterai pas plus que 8 jours. Maman est décédée le 8e jour. Et donc ce bouquet était complètement fané. Et papa a eu l'idée de prendre une rose du bouquet, et la seule qui n'était pas fanée. Il attrape le bouquet de roses de ce bouquet, et lorsqu'il est pour la déposer sur le corps de ma mère, il la tient au-dessus de ma mère, la rose a éclaté complètement, et une pluie de pétales s'est répandue sur ma mère. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer ça, pour que vous compreniez mieux pourquoi les roses étaient un symbole d'ailleurs très fort entre ma mère et moi, mais qu'effectivement, au fur et à mesure de ma vie, et encore maintenant, je ne sais pas par quel miracle et quel prodige, je retrouve des pétales de rose en permanence sur mon chemin. Et je raconte tout ça dans le livre. Et puis bien évidemment, tous les messages qu'elle a transmis, qui sont que des messages d'amour, des messages qui sont extrêmement porteurs, mais en même temps tellement profonds, que j'ai compris qu'à un moment donné, je ne pouvais plus les garder pour moi, et qu'il était important, eh bien, s'il pouvait éclairer ou aider ou faire du bien, eh bien, ma foi, ce serait déjà quelque chose d'absolument incroyable. Voilà. Oui, c'est certain, hein, c'est magnifique comme témoignage. Et donc, et bien évidemment, et alors il y a des messages de ma mère, mais il y a aussi des messages d'êtres de lumière que l'on va pouvoir aussi retrouver. Mais effectivement, c'est une aventure absolument incroyable que je vis depuis plusieurs années avec ma mère. J'ai gardé, parce que j'ai sorti d'autres ouvrages où je parle de la réincarnation, de l'entre-deux-vie, du contact avec les défunts, des recherches historiques, et puis de toutes mes enquêtes que je mène à travers l'Europe sur l'histoire et les recherches historiques de personnages historiques, mais aussi de la réincarnation. Mais cette partie-là, on la connaît pas vraiment de moi, et c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose de très émouvant, parce que le livre sera en librairie au mois de novembre, il est devant moi, il est sorti, il est imprimé, mais j'ai l'impression qu'après ça ne m'appartiendra plus, et en fin de compte c'est une telle histoire d'amour que j'ai avec ma mère, au-delà de la mort, que voilà, maintenant le temps était venu de faire partager ces messages, et puis de raconter un petit bout très pudiquement de cette belle relation et de cette très belle histoire d'amour. Alors dans votre ouvrage, vous faites référence à plusieurs phénomènes, la synchronicité, la médiumnité, les contacts télépathiques, justement que vous établissez avec votre maman, je crois. Hein.
Tout à fait. Lors de vos enquêtes, comment se passe une enquête et un contact avec un disparu? Alors, pour ce qui concerne les contacts avec les défunts, en tout cas dans mon cas, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est-à-dire que je suis en présence de personnes ou d'élèves, puisque j'enseigne la parapsychologie, et très souvent d'ailleurs ça se passe avec mes élèves, je me trouve en présence d'élèves et subitement je vais ressentir la présence d'un défunt, que je peux d'ailleurs voir arriver parce qu'il y a les prémices, on sait quand ça va se passer, enfin avec le temps maintenant j'ai l'habitude, je sais de quelle façon ça va se passer, donc là je sens qu'il y a une présence et qu'il y a une manifestation qui est en train de se faire, et là, dans ce cas de figure-là, j'arrête et je me concentre sur la matérialisation, parce qu'il va être question d'une matérialisation. Et là, je vois devant moi, comme, si vous voulez, comme un hologramme en fait, c'est-à-dire il y a une espèce de consistance, comme si on pouvait passer la main à travers, mais suffisamment consistant pour que je puisse... Comme une forme fantomatique finalement. Comme une forme ectoplasmique, mais qui me montre et qui peut largement me laisser décrypter si c'est un homme, si c'est une femme, de quelle façon il ou elle est habillé. Et ce qui va être très intéressant, c'est que là, entre nous, va commencer un contact télépathique, c'est-à-dire qu'il va s'installer, où là, je ne parle plus du tout, et là, j'entre carrément en contact avec la matérialisation qui est devant moi. Je vais pouvoir la décrire très précisément, et bien évidemment dire si c'est un homme ou une femme, et puis surtout, physiquement, comment la personne est habillée, et transmettre le message que le défunt a à me transmettre à ce moment-là. Ce qui est bouleversant, en tout cas dans ces contacts, c'est qu'il m'est arrivé, et ce à plusieurs reprises, de transmettre littéralement ce que j'entendais. Alors la plupart du temps, bien sûr, c'est en français, mais ça a été le cas pour des défunts, je dirais, qui étaient d'origine étrangère, et notamment des messages que l'on m'a transmis en finlandais, en suédois, en serbe, en espagnol, en allemand, dans des langues que je ne connais absolument pas, où j'ai pu traduire phonétiquement ce que j'entendais. En fait, je répétais ce que j'entendais. Ce phénomène s'appelle le phénomène de xénoglossie. C'est-à-dire, on exprime une langue que nous n'avons jamais apprise, en fait. Et bien évidemment, c'était tellement bluffant à chaque fois, puisque la personne qui pouvait confirmer que ce que je disais, eh bien déjà d'une part elle pouvait me le traduire, mais des fois ça allait au-delà de ça, parce qu'elle me disait mais c'est des tics de langage que mon père ou mon grand-père ou mon frère utilisait, et ça Pascal, comment savoir une chose pareille, puisque c'est des mots qu'il utilisait très souvent. Donc ça peut se produire de cette façon-là, c'est-à-dire par la matérialisation et le contact qui va s'établir, et je peux vous dire que la profondeur du message, je ne peux pas mesurer le temps que cela met à ce moment-là quand le contact se fait, mais ça peut aller de 10 minutes, un quart d'heure à 1 heure quand il y a des matérialisations. Et puis, la deuxième possibilité du contact avec le défunt, c'est par l'intermédiaire de la photo. C'est-à-dire qu'un élève va me donner une photo, je vais, par le principe même de la psychométrie, qui est la technique de base en parapsychologie, c'est-à-dire par le contact et le toucher de la photo, je vais me concentrer et comment dirais-je, exprimer tout l'aspect. En fait, c'est toujours, je commence toujours en général de la même façon, c'est-à-dire que pour être sûr, avant d'établir le contact, que je vais bien entrer en contact avec la personne que l'on me soumet, la photo de la personne, je vais d'abord faire une analyse psychologique de la personne, comment elle était dans sa vie, comment elle se comportait, ce qu'elle faisait, et la personne va me dire, écoutez Pascal, c'est juste, c'est complètement ma mère, ma grand-mère ou la personne, la photo de la personne que je vais avoir entre les mains. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais entrer en contact télépathique et très souvent, je vais me dédoubler pour aller dans l'entre-deux-vie et essayer d'aller rencontrer ce défunt, cette âme. Et à partir de là, il va s'établir un contact qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je n'ai plus du tout la notion du temps à ce moment-là. Seule la personne en face de moi va pouvoir me dire bien combien de temps ça a duré. Et là, je vais parler au kilomètre, je vais débiter des mots au kilomètre, où le défunt, par mon intermédiaire, va pouvoir s'exprimer. Et par ce contact médiumnique, télépathique, je vais pouvoir transmettre l'information à la personne. Voilà. Donc en fait, il y a les deux possibilités, les deux aspects. Soit la matérialisation,
soit le contact que je vais, où je vais par le principe de la psychométrie et ensuite me dédoubler et aller dans l'entre-deux-vie pour essayer d'aller voir le défunt si je le peux, établir ce contact. Voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pascal Lafargue. Alors justement, vous vous dites, vous vous dédoublez, vous allez entre les deux vies. Alors comment ça se passe, ce dédoublement et à ce moment-là, quand vous êtes en dédoublement, que se passe-t-il? Où êtes-vous? Alors, l'entre-deux-vie est un thème que j'ai travaillé à peu près pendant une quinzaine d'années, où j'ai travaillé étape par étape, c'est-à-dire au moment de la mort physique, où l'âme va être décorporée, jusqu'au moment de la réincarnation. Alors, ça serait très long à vous expliquer tout cela comme ça, mais en fait, dans un de mes livres, d'une rive à l'autre, j'ai conçu un tableau qui explique, où il y a un chapitre qui explique cela, c'est-à-dire en fait, où je parle des étapes, c'est-à-dire après la mort physique, l'étape de la décorporation, l'étape de la montée, l'étape de l'accueil, l'étape de l'entre-deux-vie où l'âme va vivre dans un état, dans un plan de conscience, avant d'arriver jusqu'au moment du retour, en fait, où l'âme va venir se réincarner pour d'un seul coup se réincorporer dans la matrice, dans le corps de la mère, à travers une matrice, pour venir ensuite se réincarner, venir au monde et renaître. Voilà. Donc, j'explique ces étapes avec les sous-étapes qui la constituent, mais pour l'heure, et par rapport à la question, Alain, que vous me posez, quand je rentre en contact avec un défunt à travers une photo par le principe de la psychométrie, qu'ensuite je vais dans l'entre-deux-vie, eh bien là, je me retrouve dans un plan de conscience. Dans ce plan de conscience, est-ce que l'on est beaucoup plus conscient que l'on est ici en ce moment sur Terre? Est-ce que ça correspond à ce que disent les expérienceurs, les personnes qui ont fait des NDE par exemple? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui d'ailleurs, les personnes qui ont vécu des NDE me permettent aussi de donner un grand crédit à tout ce travail de l'entre-deux-vie, puisqu'effectivement, il y a des choses que l'on retrouve. En revanche, j'ai beaucoup plus poussé ce travail d'entre-deux-vie en voulant l'explorer totalement et en voulant comprendre les différents plans de conscience. Et d'ailleurs, grâce aux très nombreux contacts que j'ai établis aussi avec les défunts, qui m'ont permis, de par leur expérience de vie, de par leur cheminement, de par leur douleur ou leur souffrance, de par leurs différents plans de conscience, eh bien me permettre de déterminer des mondes de l'autre côté, comme le monde des musiciens, le monde de la philosophie, le monde de la technologie, le monde des scientifiques, etc., etc., des mondes bien différents dans lesquels il y avait des personnes qui travaillaient. Mais au-delà de ces mondes, eh bien, il y a aussi des âmes qui sont en train d'évoluer, c'est-à-dire qui deviennent des guides, puis des missionnés. Et quand ils deviennent des missionnés, ils ont une grande mission, c'est-à-dire qu'ils deviennent d'un seul coup des infirmiers ou mamans du ciel, pour vous donner entre autres certains exemples. Il y en a qui suivent aussi un grand chemin spirituel. En tout cas, c'est très vaste, puisque je vais y consacrer un livre en expliquant tout ce que l'on peut y trouver dans ces différents mondes, mais qui sont à eux-mêmes des sources d'enseignement et de richesse absolument phénoménales. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était des questions assez récurrentes des auditeurs qui nous posent la question suivante: mais où sont-ils et que font-ils? Et c'est vrai qu'on a quand même assez du mal à leur répondre. Moi, je fais souvent référence à la théorie de Jacqueline Bousquet, qui a repris la théorie des champs informationnels, en fait, pour décrire l'au-delà, tout simplement. Donc, est-ce que ça correspond à ça? Alors, je ne me prononcerai pas dans la mesure où je connais très mal cette discipline et le travail qui a été fait, donc je ne pourrais rien vous en dire de plus. Oui, finalement, on revient au plan de conscience, parce qu'elle disait, Jacqueline Bousquet parle de plan H1, H2, H3, et nous, en ce moment, on est dans le plan H2, donc on est aussi, finalement, tout en étant dans le monde physique, on est dans un plan de conscience. Mais vous savez,
savez, ces mondes parallèles sont plus proches de nous qu'on l'imagine. Et justement, je vais d'ailleurs aussi y consacrer un livre, puisque je fais des conférences sur le sujet, et je comprends qu'il y a une multitude de questions et que les gens sont très en recherche justement de cette étape de l'entre-deux-vie. Et grâce aux expériences que j'ai conduites pendant plus d'une quinzaine d'années, je vais mettre par écrit justement toutes ces informations liées à tous ces mondes parallèles et ces différents plans de conscience que j'ai pu, en multipliant les expériences, les déterminer en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous communiquez avec un défunt, qu'il vous transmet une certaine source d'information, et que parallèlement à ça, il se passe des événements qui se retrouvent corroborés, je peux vous dire que ça amène une pierre à l'édifice considérable. Alors quand vous êtes dans ces plans de conscience, qu'est-ce que vous vivez concrètement, par exemple avec les sens, par exemple visuels, comment vous ressentez les choses? Alors ça dépend les expériences que je conduis et que je mène. Alors par exemple, un exemple qui me vient comme ça, je suis allée étudier en Autriche il y a 3 ans parce que j'ai monté un dossier sur Mozart et Freud. Donc je me retrouve donc à Vienne, puis à Salzbourg, dans la maison natale de Mozart. Et dans la maison natale de Mozart, je décide, après l'avoir visité, de faire une concentration. Et pour savoir, eh bien, je recherche certaines informations en fait concernant la naissance de Mozart. Donc là, je m'assois dans une des pièces en haut de la maison natale de Mozart. Il y avait une porte qui donnait sur l'extérieur, où je voyais le ciel et un peu ce soleil qui arrivait malgré la froideur de cet hiver de février. Et là, je fais une concentration. Et je me retrouve donc propulsée dans le temps au moment de la naissance de Mozart. Et là, alors, ce que je vois à ce moment-là, c'est tout le monde s'affaire autour de la maman de Wolfgang, et je vois, lié à l'entre-deux-vie, comme un espèce de rayon extrêmement lumineux qui arrive au-dessus du lit maternel. Dans ce rayon lumineux, j'aperçois des chérubins, des angelots, une espèce de grande lumière dorée qui inonde tout cela. Et je vois donc l'incarnation, enfin la naissance de Wolfgang. Tout le monde s'affaire autour de cette naissance. Et là, j'entends cette phrase où Wolfgang Amadeus n'est pas encore né, mais j'entends cette phrase de l'âme de Wolfgang qui dit « Je viens du ciel, j'arrive sur terre, mais je suis surtout du ciel ». Et là, cette phrase me trouble, mais au plus haut point, parmi tout le reste que j'ai reçu. Mais je vais juste m'arrêter sur cette phrase. Donc, je consigne tout ce que je vois sur mon travail d'entre-deux-vie. Et là, bien évidemment, je suis troublée parce que je relis mes notes, parce que quand je les reçois, je consigne, mais je vais en prendre la pleine mesure lorsque je vais relire. Et cette phrase m'interpelle. Et je me dis, mon Dieu, dans ce travail que je fais de l'entre-deux-vie, puisque là on était liés à ce pont en fait, entre le moment de l'incarnation, le moment de la venue de l'âme de Mozart, de l'incarnation concrète, puisqu'il naissait. Et bien évidemment, tout mon travail est construit sur le contrôle et les enquêtes. Et là je me dis, mon Dieu, en attaquant ce travail de l'entre-deux-vie que j'avais déjà attaqué depuis un bon moment, je me dis, mon Dieu, comme il va être difficile d'amener des preuves de tout ce que je dis. Et puis, 2 ans plus tard, j'achète un livre. Ce livre d'une femme qui a vécu au 18e, à la fin du 18e, et je me dis, mon Dieu, la vie de cette femme m'interpelle, j'achète le livre et je vais dévorer le livre. Mais en dévorant ce livre, qui va raconter l'histoire de Maria Garcia, qui n'était autre que la Malibran, je vais lire dans ce livre, 2 ans plus tard, Maria Garcia, dont le père était un ténor et un musicien. Maria Garcia était une soprano. Et je vais lire le livre donc qui va raconter la vie de cette femme. Mais je vais lire à un moment donné que Maria Garcia va se rendre avec sa troupe à New York, où ils vont jouer une pièce de Mozart. Je ne me souviens plus laquelle, si c'est la flûte enchantée ou autre chose, je ne sais plus. Je mets juste une réserve quant au nom de la pièce. Mais lors à la suite de la première qu'ils vont jouer à New York, ils vont se retrouver autour d'une table. Et autour de cette table, elle va être assise à côté de Da Ponte. Da Ponte, qui était le librettiste de Mozart. Et lors de cette conversation, l'auteur qui écrit ce livre va dire dans le livre, et je vais le lire noir sur blanc,
parce que Maria Garcia a posé beaucoup de questions à Da Ponte. Da Ponte, donc, est mort assez vieux. Maria Garcia était jeune, elle avait une fascination pour Mozart, et Da Ponte va dire à un moment donné à Maria Garcia, Mozart disait toujours, je viens du ciel, je suis venu sur cette terre, mais j'appartiens au ciel. Et alors là, Alain, je peux vous dire que les larmes me sont montées aux yeux, que là je n'avais plus de mots, j'avais des frissons de partout, et que cette phrase venait répondre totalement à une partie de mon travail et du message reçu à Salzbourg, dans la maison natale, à la suite de ce travail de contact et de travail lié à l'entre-deux-vie. Voilà mon témoignage. Oui, en effet, c'est un joli témoignage. Alors, quand vous faites vos ateliers avec vos élèves, est-ce que vous avez obtenu des preuves de contact avec des défunts, justement, qui appartiennent à vos élèves? Mon Dieu, je n'ai que ça. C'est des archives absolument incroyables. J'ai classé, archivé, j'ai mis à jour cet été toutes mes archives, puisque ça représente c'est considérable. C'est vraiment considérable. Mais je peux vous citer un exemple qui est récent, il remonte à quelques mois. J'avais établi avec une de mes élèves un contact avec son frère défunt. Et à 2 reprises, elle m'avait demandé d'établir un contact, puisque même en 2-3 heures, je n'avais pas pu tout fournir. Et lors du dernier contact que j'avais établi, j'avais donné énormément d'informations. Et je sais que je ne citerai pas le nom de la personne ni rien, mais je sais qu'elle sera d'accord pour en faire un témoignage par écrit de toute façon. Mais à un moment donné, j'explique, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai votre frère, il est à côté de moi, il ouvre sa main, et dans sa main, et j'ai terminé la séance comme ça, il me montre un médaillon rouge avec un ruban rouge, et il me montre un éperon, et il me dit que c'est important, et il me dit que c'est très important par rapport à lui, mais pour vous également. Et j'avais terminé cette séance de contact comme ça. Et là, en larmes, elle ne sait même plus quoi dire. Elle me dit, Pascal, si vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux. Or, il faut savoir que, comme j'ai des concentrations très longues, qui durent environ 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai les yeux fermés, je me cache les yeux, je ne vois rien de ce qui peut se passer extérieurement. Donc, c'est que quand j'ouvre les yeux, tout doucement, c'est difficile, j'ai les yeux un peu embrumés, j'ai du mal à revoir, mais tout doucement, j'arrête parce que je sais que c'est la fin de la séance, puis j'éprouve une grande fatigue. Et là, fébrilement, elle prend son sac à main, elle sort de son sac à main une petite pochette. De la pochette, elle en sort un espèce de papier de soie, et elle dépose devant moi le médaillon rouge avec le ruban rouge et l'éperon. Et elle me dit, Pascal, c'est les 2 seuls objets que j'ai gardés de mon frère, qui sont en permanence dans mon sac à main, et qui ne me quittent jamais. Mon frère était joueur de polo, et j'ai gardé ça de son dernier match, et d'une victoire qu'il avait eue, d'une coupe qu'il avait gagnée. Eh bien ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, comment dirais-je, qui sont des preuves, mais concrètes, voilà. Et une autre qui me vient en tête, qui remonte à beaucoup plus longtemps que ça, c'était mes premiers contacts. Une personne vient me voir à la maison, ça remonte à peu près, je pense, à 18-20 ans. Elle vient me voir à la maison. J'avais connu cette personne par l'intermédiaire de mes parents, donc je l'avais invitée à venir prendre un thé. Nous avons discuté parce qu'elle était intéressée pour peut-être venir suivre des cours. À ce moment-là, je commençais à avoir l'idée de pouvoir enseigner. Et nous discutions. Elle s'intéressait à mes études, à ce que je faisais, à mes recherches. Et au moment de partir, elle se lève. Oh, je lui dis, écoutez, il y a une présence à côté de vous, c'est un homme. Cet homme s'appelle Pierre. Et il me parle de sa vie. Et là, elle me dit, oh Pascal, mais tout ce que vous dites, c'est la vie de mon oncle qui s'appelait Pierre, c'est tout à fait la vie de l'oncle Pierre. Mais elle dit, est-ce qu'il a un message? Je dis, oui, il a un message. Et je vois que l'oncle Pierre, avec sa main droite et son index, il commence à m'écrire des lettres. Je me suis dit, mais pourquoi il m'écrit des lettres avec son doigt? Il pourrait me le dire, je pourrais l'entendre. Et non, il commence à m'écrire la lettre M, puis la lettre A. Et j'ai dit, écoutez, il me parle d'une femme, il commence à écrire la lettre M, la lettre A, et là, il n'a pas le temps de terminer, elle fait « Oh, M-A, Marcel, mais Marcel, c'est sa femme, c'est ma tante Marcel. » Alors j'ai dit, écoutez, attendez. Et là, il me dit, le message est le suivant, il me dit que la tante Marcel a eu un accident, qu'elle est hospitalisée, mais qu'il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais que vous serez prévenu de cet accident par votre mère. Et alors là, elle me fait, elle est morte. Je fais, non, pas du tout. Écoutez bien ce que je vous ai dit. La tante Marcel a eu un accident, elle est hospitalisée, il n'y a rien de grave, mais
mais vous serez prévenu de cet accident par votre mère. Il dit que je dois vous rassurer, ne vous inquiétez pas. » Et alors là, elle est complètement bouleversée. On se quitte. Elle rentre chez elle. 3 heures après, j'ai un appel téléphonique. « Pascal, c'est absolument incroyable. Ma mère a essayé de me joindre toute la journée. Elle vient de m'appeler pour me dire que la tante Marcelle a eu un accident et qu'elle est hospitalisée. » Oui, en effet, là, c'est une preuve Eh bien, des irréfutable. exemples comme ça, aussi forts et aussi puissants, j'en ai pléthore, Alain. Et depuis que vous avez commencé vos enquêtes, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, le plus surpris, ou est-ce que vous êtes surprise en permanence? Alors écoutez, cela fait 25 ans que j'étudie, que j'enquête et que je mène des recherches en parapsychologie. Eh bien, je suis une éternelle émerveillée. Vous savez, c'est peut-être très naïf, mais je n'en reviens toujours pas de ce qui m'arrive et du parcours que j'ai. Je reste une éternelle émerveillée. Et je dirais que cette passion et cet émerveillement sont un petit peu la substance même de cette envie que j'ai d'aller à la découverte de l'inconnu. Oui, je suis une éternelle... Je ne suis pas, comment dirais-je, lasse. Bien au contraire, je n'en reviens pas, pour tout vous dire. Ça, je vous comprends. Hein. Mais de toute façon, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Et quant à mes recherches, oui, c'est tellement magique ce qui se passe et ça dépasse tellement l'entendement. D'ailleurs, Pascal, le philosophe, avait dit « La réalité fournit plus que l'imaginaire ». Eh bien, je peux vous dire que cette phrase, ô combien, elle est profonde et tellement vraie. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pascal Lafargue. Est-ce que les disparus avec qui vous avez des contacts vous donnent des messages, des conseils à appliquer sur notre vie terrestre ou la manière dont ils vivent dans l'au-delà? En fait, les messages qu'ils transmettent sont des messages qui peuvent être... je les ai catégorisés en fait. Ça peut être des messages prémonitoires, où ils préviennent d'un fait. Ça peut être des messages où ils ont envie de communiquer parce qu'ils veulent transmettre un message à un être cher. Ça peut être un message, un SOS, un message d'espoir. Simplement dire qu'ils sont bien ou qu'ils sont mal. Ça peut être aussi un message qui a une plus grande ampleur. Ça peut être spirituel, philosophique. Il y a différentes catégories de messages. Et en fait, j'ai presque envie de dire que j'ai juste envie peut-être de rétablir, il n'y a pas de leçons qui sont données dans leurs messages, mais plutôt, j'ai envie de dire, des messages philosophiques qui eux-mêmes nous donnent la possibilité de réfléchir et la possibilité, je dirais, de reconsidérer les choses. C'est surtout ça la profondeur de message. Parfois, ils viennent aussi chercher, en tout cas à travers les contacts que j'ai eus, une libération, une aide, un soutien. Vous voyez, c'est très différent, les demandes et surtout le pourquoi un défunt se matérialise. Ça peut être très différent. Alors, est-ce que leur vie est agréable en règle générale? Alors, il y a parfois des vies qui sont des chemins d'évolution très importants et très forts. Parfois, ce sont des vies de lumière. Parfois, ce sont des chemins spirituels. Parfois, il y a des vies d'apprentissage, de méditation et d'apprentissage. Parfois, c'est un petit peu plus difficile. Parfois, ce sont des vies de recueillement, de méditation. Parfois, il y a des moments aussi de solitude, mais il y a aussi des belles rencontres. Ça peut être très différent. J'ai trouvé tous les cas de figure. Par contre, ce qui est important, et ce qui est un formidable message d'espoir, c'est que même une âme en peine, une âme en souffrance, elle peut à tout moment être aidée. C'est-à-dire qu'il y a des guides et des âmes de l'autre côté qui ont pour but de venir aider des âmes qui sont en souffrance, qui sont bloquées ou qui sont dans des grandes douleurs. Je pense notamment aux suicidés ou à des âmes dont la mort a été tragique ou ont mal vécu. Parce qu'en fin de compte, une âme peut avoir une mort tragique. Ce qui fera la différence dans l'entre-deux-vies, c'est le cheminement de son passage terrestre, c'est les conditions psychologiques dans lesquelles elle était, c'est son état de conscience. Tout ça aura un impact dans l'entre-deux-vies. Ce qui fera qu'une âme qui va mourir dans les mêmes conditions
pourra avoir une entre-deux-vie complètement différente, parce qu'elle sera conséquence de sa vie terrestre, mais également de son passé karmique. Donc en fait, c'est pour ça que chaque cas est très différent. Est-ce qu'ils préparent leur future incarnation ? Oui, bien sûr. Alors là aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Je travaille également sur les projections futures et les prochaines incarnations. J'ai des dossiers absolument incroyables, dont un pour lequel je suis extrêmement reconnaissante, c'est-à-dire qu'avec une de mes élèves, j'ai fait ce chantier-là il y a à peu près 5 ans, où nous avons travaillé sur 1 an, c'était un chantier d'1 an, où une fois par mois, nous travaillons sur une projection future. Et l'intelligence de cette élève, c'est-à-dire qu'elle a voulu travailler sur sa future incarnation, mais en même temps, elle a voulu que nous l'établissions sur un plan large, c'est-à-dire d'un point de vue économique, politique, c'est-à-dire ce qui pouvait se passer dans le monde et tout ce qui pouvait tourner, graviter à ce moment-là. Elle a voulu que j'élargisse à un plan très large d'un point de vue géopolitique. Eh bien, j'ai réalisé une séance par mois sur 10 mois, et nous l'avons fait. J'ai à peu près 800 pages de consignés sur un travail du futur, donc qui aussi parle de ce qui va se passer dans les 50, 60, 70 ans, 80 ans à venir. Voilà. Alors, quand on prend conscience de toutes ces choses ici, dans cette vie présente, est-ce que l'on peut, par exemple, programmer quelque part un plan de travail pour une future vie ? Alors, votre question est très intéressante. Effectivement, on peut programmer un plan de travail pour une future vie, c'est très juste, mais attention, dans cette envie de vouloir programmer, il y a, je dirais, certaines conditions. Alors, la première, c'est que la personne fasse un travail important sur elle. Deuxièmement, qu'elle soit en cohérence avec sa volonté d'évolution, qu'elle soit également dans l'amour de ce qu'elle fait, qu'il y ait un sens, qu'il y ait une volonté. C'est-à-dire, en fait, que tout soit poussé. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être un être parfait, mais qu'il y ait des vraies motivations derrière. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être possible. Dans cette volonté de programmation et de vouloir continuer un travail. Dans les travaux que j'ai accomplis, notamment par rapport à la réincarnation, eh bien, j'ai pu le constater des tas de fois par rapport aux répétitions de schémas. Il y a cette volonté, alors pousser, comme je pousse ce travail d'enquête de vie antérieure, oui, ça j'ai pu le constater des tas de fois. Et c'est là où ça devient formidable, parce que c'est aussi un outil pour la personne de vouloir évoluer. C'est-à-dire, il y a la possibilité où la personne veut vraiment évoluer et elle va se retrouver dans un schéma où on va tout lui donner, mais elle va être incapable de le gérer. C'est-à-dire que là, elle va se retrouver un petit peu à la case départ, mais ça pour des raisons qu'on peut expliquer à travers des tas de choses. Et il va y avoir le cas où effectivement la personne va commencer à être dans l'énergie et va essayer de le gérer, mais elle ne va pas y arriver complètement. Et puis il y a le cas de figure où elle va avoir les outils, elle va bien s'en servir et elle va le gérer. Donc en fait, il ne faut jamais être restrictif, parce que chaque cas est très différent. Il est tellement en conséquence, je dirais, des possibilités, des aptitudes que nous avons à mettre en place les choses et à notre libre arbitre que on ne peut pas rentrer dans une catégorie fermée. Ça va dépendre de tellement de choses, Alain. Oui, parce que j'espère que je suis claire dans oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Non, parce que quand on a vraiment une conscience un peu accrue et qu'on prend conscience qu'on voudrait faire telle chose, mais on a des impossibilités, parce que on voudrait faire des choses, mais on n'a pas forcément les clés, on n'a pas eu forcément l'éducation qui nous a permis de sauter les obstacles. Donc ça, on en prend conscience. Quand je dis programmer une future vie, parce que on pourrait dire je veux aller partir avec le médecin du monde, sauver les pauvres malheureux en Afrique, etc., etc. Puis bien d'autres choses aussi encore. Hein. Et on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les outils. Mais en fait, il faut aussi tenir compte de cet aspect-là, c'est-à-dire que déjà, ce que vous faites ici et maintenant dans cette vie incarnée aura de toute façon un impact sur votre entre-deux-vie et votre vie future. C'est-à-dire, insidieusement, que vous le vouliez ou non, vous préparez quand même votre futur. Ça, c'est en place. Après, votre volonté, vous savez, je dis toujours cette phrase, comprendre n'est pas guérir. Ça veut dire qu'on peut avoir des envies, mais qu'est-ce que l'on fait pour que les choses se réalisent ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quitter l'aspect des envies, de la structure mentale, des pensées. Il faut rentrer à un moment donné dans le concret, dans les actes. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont se forger encore plus concrètement. Oui, parce que c'est vrai que de toute façon, même si on veut mettre en application, enfin moi, par exemple, je voudrais aider les gens, mais il faut en avoir les moyens.
Il y a certaines familles qui ont les moyens, qui ont donné les moyens à leurs enfants, et il y en a d'autres, malheureusement, ils ont pu donner que ce qu'ils ont pu. On se trouve un peu bloqué et on voudrait faire telle ou telle chose. Je peux me permettre, Alain, allez-y. de vous dire, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, d'aider les gens. Et je peux me permettre de vous dire comment. Vous êtes un outil de mission absolument incroyable et vous aidez les gens. Parce que vous faites des émissions, vous rencontrez des gens, vous interviewez des gens, vous transmettez l'information sur une radio. Eh bien, ce que vous faites est déjà un travail formidable et vous ne vous rendez pas compte que l'investissement que vous faites par rapport à ça, vous aidez les gens, vous transmettez une information. Vous êtes déjà dans votre mission, Alain. C'est vrai, mais moi j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Je pourrais faire autre chose. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais je peux vous garantir qu'à travers le métier que vous faites et ce que vous faites, vous êtes déjà dans l'accomplissement d'une mission et de la transmission d'une information. Donc systématiquement, les sujets que vous traitez, les choix que vous avez faits et ce que vous allez transmettre à l'antenne et par vos émissions, c'est déjà un gros investissement. Vous êtes déjà un vecteur, je dirais, de communication très importante. Donc par là même, vous allez transmettre des informations à des gens pour lesquels ces personnes auront peut-être des réponses et ça va les aider. Donc après, plus concrètement, vous savez, lorsque l'on est prêt, j'ai souvent constaté une chose, c'est que lorsque l'on est prêt, il y a ce que l'on croit, il y a ce que l'on veut et il y a ce que l'on pense. Ça, c'est la théorie. Mais lorsque quelque chose a vraiment été intégré profondément au fond de soi, eh bien, à partir de ce moment-là, je peux vous garantir que l'on est prêt. Et à ce moment-là, eh bien, les choses se mettent en place. Et c'est évident, les portes s'ouvrent et le chemin se met en place. La vie n'est pas une question de temps, mais une question de moment. On dit quand le train passe, il faut monter dedans, il ne faut pas le rater. Il y a toujours un moment où on vous invite. Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors en janvier 2008, vous avez reçu un message d'un être de lumière qui était adressé à vos élèves relatif à la notion de sacrifice. Que signifiait ce message ? Je l'ai, ce message. Il avait été adressé à un de mes élèves suite à un travail absolument magnifique que nous avions fait. Et bien évidemment, ce message l'avait profondément troublé et ému. Voilà, il était conséquence d'un très grand travail que nous avions fait et il était conséquence aussi d'un contact qui est un travail qui avait été fait lié à l'entre-deux-vie. Vous souhaitez que je le lise ou pas ? Allez-y. Le sacrifice doit être noble dans la mesure où vous ne vous éloignerez pas de vos objectifs. Le sacrifice ne veut pas pour autant dire se sacrifier. Là est l'erreur. Le sacrifice est de faire des choses par amour, tout en gardant le contrôle de soi et de ses émotions, mais tout en sachant que le sacrifice que vous ferez aura un but précis, d'aide et de direction, et non une volonté de satisfaire l'ego d'une personne capricieuse ou de répondre tout simplement à une de vos peurs intimes et profondes sans se battre, sans lutter. Veillez à ce que le sacrifice ne devienne pas un péché d'orgueil. Le sacrifice doit rester une quête et servir une cause noble. Il doit avoir un sens et ne doit surtout pas répondre à l'attente mesquine ou médiocre de l'autre. Il doit être fondé en dehors de toute émotion et non vouloir combler un manque. Pascal Lafargue, est-ce que vous avez des projets ? J'ai beaucoup de projets. Alors déjà, dans l'immédiat, il va y avoir effectivement la promotion du livre Chemin d'éternité. Beaucoup de conférences sont annoncées. Il va y avoir aussi les séminaires, un nouveau cycle que j'ouvre là fin septembre sur Paris, qui va se mettre en place. Il va y avoir aussi l'écriture de nouveaux livres, de nouveaux ouvrages qui vont démarrer. Oui, il y a beaucoup de travail, oui, et beaucoup de projets. Quel genre d'ouvrage ? Alors le prochain livre, en fait il y en a 2, même 3. Il va y avoir un livre sur l'entre-deux-vie, avec ce dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir un livre sur Jeanne d'Arc, c'est-à-dire 20 ans d'enquête et de recherche médiumnique à travers la véritable histoire de Jeanne d'Arc, en tout cas, ce que j'en ai découvert et ce que mes révélations médiumniques m'ont amené à découvrir et que l'histoire m'a permis aussi de confronter. Et puis, un autre livre sur la réincarnation qui va mettre en exergue 3 vies antérieures que j'ai faites sur un élève avec, quand je dis 3 vies, avec les 5 étapes réalisées, c'est-à-dire les révélations, les résonances psychologiques, l'enquête
ensuite aller sur le terrain et la synthèse. Et ces 3 vies qui se suivent, qui sont absolument fabuleuses, vont permettre de mettre en exergue, c'est un début de thèse en fait, qui va permettre de mettre en exergue comment les répétitions de schéma à l'autre, comment peut-on voir les évolutions, pourquoi elle m'a bloqué, pourquoi là elle aurait pu avancer, elle l'a pas fait, pourquoi elle a bloqué, là elle s'est servie de ça et elle a pu résoudre ça, là elle n'est pas retombée dans l'erreur, elle n'a pas fait ça. C'est une formidable Bible, j'ai presque envie de dire, de compréhension liée à l'âme. Donc j'ai du pain sur la planche, voilà. Oui, je le pense aussi. Avez-vous un message adressé aux auditeurs ? Alors, écoutez, un des plus beaux messages que je pourrais adresser aux auditeurs, c'est peut-être un des messages de ma mère. Et ce message, il est, comment pourrais-je dire, souvent les élèves en cours m'ont posé cette question, pourquoi on reçoit, parfois on reçoit pas, on ne comprend pas toujours. Et en fait, la réponse m'a été donnée à travers un message qui est le suivant. On reçoit toujours à la hauteur de ce que l'on peut recevoir. Si certaines personnes se plaignent de ne pas recevoir, c'est parce qu'elles ne croient pas en elles. Donc, elles ne sont pas en mesure de recevoir. C'est le cœur qui détermine la grandeur d'un acte. C'est lui qui conduit à la réalisation d'un souhait. Il y a le cœur qui veut, mais celui qui souffre. Donc, il limite ses possibilités. Il y a celui qui veut, mais qui ne croit pas totalement en lui. Il y a celui qui veut, mais qui doute en permanence. Le doute est nécessaire. Il permet de reconsidérer. Mais il ne doit pas être un handicap. Comment aimez-vous ? Réfléchissez à cette question. Vous comprendrez alors de quelle façon vous vivez, vous pensez et vous agissez. Le mérite ne veut rien dire. Il n'est ni une punition, ni un cadeau. Il est une conséquence logique. Il y a les conséquences agréables et fortes, puis les conséquences douloureuses et éprouvantes. On reçoit beaucoup lorsque l'on est dégagé de l'attente. L'attente suscite trop souvent des exigences qui conduisent à l'orgueil de soi. L'important est de recevoir un instant précis et pas forcément comme on l'a décidé. Eh bien, merci pour tous ces jolis messages. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Alain, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer à travers votre radio Fréquence Évasion. J'en suis très reconnaissante. Et avant de nous séparer, on pourrait rappeler quand même les objectifs de l'association Epsilon. Alors, les objectifs de l'association Epsilon, le but c'est de parler de la parapsychologie à travers mes travaux. C'est la raison pour laquelle nous publions 2 revues par an et 2 bulletins par an. À travers l'association également, j'enseigne la parapsychologie. J'ai ouvert 2 cours, j'ai un cours qui est en place sur Paris et un autre qui s'ouvre en septembre. Le but, c'est de développer la parapsychologie, de faire connaître notre travaux, de faire connaître mon travail en tout cas à travers l'association. Et lorsque l'on peut, on essaie d'organiser des conférences. Cette année, il n'y en aura pas puisque je suis beaucoup invitée. Je vais faire beaucoup de conférences à travers la France et que, le site internet d'ailleurs va être mis à jour. En fait, il suffit de taper Parepsilon, Parepsilon, .free.fr dans la barre Google. On va tomber sur le site. Là, les auditeurs pourront se connecter à ce site. Voilà. Merci Pascal Lafargue d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci Alain, je suis très reconnaissante. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.